tous, soyez les bienvenus dans notre classe de CM1. Nous vous parlons en direct de l'école François Coppée à Paris. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre classe le grand écrivain Marc Lévy. Bonjour Marc Lévy, soyez le bienvenu dans notre classe. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette conférence interactive. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Nous aimerions savoir comment vous êtes devenu écrivain. Eh bien, bon, merci. Merci à tous les deux. Bonjour à tous. Alors, comment je suis devenu écrivain? Eh bien, je crois qu'il faut que vous alliez par là. Je suis devenu écrivain, imaginez-vous, en écrivant... enfin, si on commence par ça, je suis devenu écrivain en racontant des histoires à mon petit garçon. Voilà, j'ai 3 enfants, mais j'en ai un qui est l'aîné, qui s'appelle Louis. Et quand il avait un tout petit peu moins que votre âge, j'ai commencé à lui raconter des histoires le soir pour l'endormir. Et au lieu de lui lire des histoires qui étaient dans les livres, je lui avais inventé une histoire. Et cette histoire, elle se continuait comme ça chaque soir. J'avais inventé des personnages. Et puis de temps en temps, il me faisait des reproches. Parce qu'il me disait, mais oui, mais l'histoire, c'est pas exactement terminé là hier. Et puis ça, c'est déjà arrivé. Et donc, pour éviter que je me trompe dans l'histoire que je lui racontais, dès qu'il était endormi, j'allais dans mon bureau et j'écrivais l'épisode du lendemain. Et je l'apprenais par cœur. Et comme ça, le lendemain, au moment d'aller se coucher, quand je lui racontais l'histoire, j'étais un peu au point pour raconter mon histoire. Voilà. Et puis un jour, il a grandi, ce qui nous arrive à tous. Et puis... il ne voulait plus les histoires du soir. Et moi, ce moment où j'étais dans mon bureau à lui écrire l'histoire du lendemain, ça me manquait énormément. Alors je me suis dit, si je ne peux plus écrire à l'enfant, peut-être que je pourrais écrire à l'homme qu'il va devenir un jour. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire mon premier roman. Je l'ai écrit en imaginant lui donner ce roman quand il serait à son tour un adulte. C'est clair ou pas comme explication? Bon. Alors après, je crois que vous vouliez que je vous en dise un petit peu plus sur mon parcours avant d'arriver là. Comme vous, j'ai été un écolier d'abord. Je suis né dans la banlieue de Paris. Et puis mes parents ont dû déménager. Donc je suis parti à la fin, après la maternelle. Je suis rentré dans une école primaire dans une petite ville du sud de la France, où j'ai fait toute mon école primaire. À l'époque, on n'appelait pas encore vraiment ça CM1, CM2, CE2. C'était que des chiffres. Donc c'était 11e, 10e, 9e, 8e, 7e. Et puis, on est rentré à Paris ensuite. Mes parents ont redéménagé. On est revenu vivre à Paris. Bon, j'ai fait mes études. Et puis, à 18 ans, je suis entré à la Croix-Rouge. Et là, ça a été une aventure merveilleuse pour moi. Un peu difficile, parce que je travaillais à la Croix-Rouge dans les ambulances qui vont sur les accidents de la route ou quand les immeubles s'écroulent ou quand il y a des grosses catastrophes ferroviaires. Je travaillais dans ce qu'on appelle une unité de désincarcération. C'est-à-dire, mon métier, c'était d'aller chercher les gens qui étaient coincés pour les sortir. Voilà, de là où ils étaient coincés et les transporter vite à l'hôpital et en vie. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans et demi. Et puis après, je suis devenu directeur du réseau de secours de la Croix-Rouge pour tous les Hauts-de-Seine. Et j'ai fait ça encore pendant 1 an. Et puis après, comme tout ça c'était bénévole, il fallait quand même, je suis arrivé à un âge où il fallait que je gagne ma vie. Et donc je suis parti travailler en Californie, dans la Silicon Valley, où je me suis passionné pour l'informatique. C'était les tout débuts de l'informatique. Et donc j'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque encore, c'était le tout début, dans les images de synthèse. C'est, si vous voulez, l'ancêtre du dessin animé moderne. Vous voyez, il y avait les dessins animés de Walt Disney, les dessins animés où on animait des dessins, et puis à un moment donné, on a commencé à faire de l'animation par ordinateur, des effets spéciaux, etc., etc. Donc j'ai travaillé là-bas, en Californie, pendant quelques années. Et puis après, je suis rentré en France et avec des camarades, avec deux amis, j'ai créé un cabinet d'architecture. Et vous savez ce que c'est que l'architecture. Et après, je me suis mis à écrire. Et après la publication de mon premier roman, j'étais tellement heureux de ça, j'ai tellement aimé écrire. Ça a été tellement
en fait ce que j'avais peut-être toujours rêvé de faire sans oser le formuler. Et donc je me suis consacré entièrement à l'écriture. Et maintenant, depuis un peu plus de 20 ans, voilà, mon métier c'est d'écrire. Est-ce que c'est... Oui, c'est très bien. Vous avez bien suivi les enfants, c'est bon? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru pas claires? Parce que si vous avez une question à poser, hein, surtout il faut la poser, hein, je suis là pour ça. Non? Eh ben... Ah mais oui, vas-y. Je vais vous dire quelque chose. J'adore vos livres, Le Petit Voleur d'Ombre. Je l'ai acheté et c'était très très bien. Merci beaucoup. C'est super bien. Merci, merci mille fois. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me demander? La décision de créer un cabinet d'architecture, ça vous est venu tout de suite ou un peu après? Non, c'est venu un petit peu après. C'est-à-dire que quand je suis rentré à Paris, de Californie, il a fallu que je recommence tout à zéro. Et je venais d'avoir... mon fils, Louis, venait de naître. Et donc, j'ai commencé par aller travailler sur des chantiers pour gagner ma vie. Et en travaillant sur des chantiers, j'ai vu qu'il y avait des tas de choses que l'informatique pourrait améliorer, enfin pourrait rendre plus efficace et plus simple. Et donc, c'est comme ça qu'avec 2 amis, on a eu l'idée de se dire, tiens, si on mélangeait l'informatique, l'architecture, on pourrait faire les choses d'une manière nouvelle. Et c'est comme ça que c'est venu. D'où tirez-vous l'inspiration d'écrire quand vous écrivez un livre? D'où est-ce que je tire l'inspiration dans l'écriture? C'est une très bonne question. En fait, l'inspiration, elle vient surtout de tes émotions. Tu vois, en fait, tu as envie de raconter des choses qui te touchent. Et donc, elle vient à la fois des petites choses de la vie qu'on observe, parce que mon métier, c'est un métier où il faut beaucoup écouter, beaucoup regarder, beaucoup observer. Mais tu sais, je crois que ce qui inspire les écrivains, enfin beaucoup d'écrivains, ce qui inspire les peintres, ce qui inspire les musiciens, c'est finalement d'exprimer autrement que par la voix ce qui nous touche, les émotions. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup de difficultés à parler. J'étais très timide. Et j'avais beaucoup de mal à dire ce que je ressentais. Et bien avant d'écrire, j'ai découvert le piano. Et je me suis mis à étudier le piano. Et par exemple, quand je rentrais de l'école, si ma mère me demandait comment s'était passée ma journée, je répondais toujours très bien, même quand elle ne s'était pas bien passée. Mais quand je me mettais au piano, à la façon dont je jouais, maman savait si j'avais passé une bonne ou une mauvaise journée. Elle savait si j'étais heureux ou malheureux. Parce que, avec le piano, en jouant de la musique, eh bien, j'avais beaucoup plus de spontanéité à laisser passer mes émotions que, tu vois, qu'avec des mots à l'oral. Eh ben, l'écriture, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on écrit, on arrive à mettre sur le papier, on arrive à dire sur le papier des choses qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais un cahier dans lequel j'écrivais des choses. Et j'écrivais en me disant que personne ne pourrait jamais les lire, que c'était... Et je crois que le chemin d'écriture, ou le chemin de la peinture, ou le chemin de la musique, eh bien, c'est le besoin de... Comment te dire, de faire exister nos émotions, de les sortir de nous. Et l'inspiration, elle vient souvent de là. Alors les émotions, c'est pas toujours négatif, hein. Il y a des émotions, le rire, c'est l'envie de rire, la joie, l'amour, l'envie de construire des choses, les rêves, ça fait partie des émotions. Mais c'est comme ça que l'écriture est venue. Et c'est comme ça que l'inspiration vient à chaque fois. Dans Le Petit Voleur d'Ombre, le personnage principal est harcelé par Marquez. Pourquoi avez-vous voulu que votre personnage vive ça? Est-ce que vous avez été harcelé quand vous étiez petit? Oui, je l'ai été.
Oui, oui, je l'ai été. Et pendant très longtemps, ça a duré pendant 4 ans. Et c'était très, très difficile. Et à l'époque, le mot harcèlement n'existait pas. Et puis, il n'y avait aucune protection contre ça. C'était quelque chose qu'on vivait tout seul dans son coin. Et la notion de harcèlement, les adultes n'avaient pas encore compris à l'époque qu'un enfant pouvait être très malheureux et souffrir beaucoup de la méchanceté des autres. Et c'est quelque chose que j'ai connu pendant pendant tout le primaire. Et, mais c'est un copain qui m'a sauvé. En fait, c'est un copain qui un jour, enfin d'ailleurs c'était pas un copain parce qu'il venait d'arriver dans l'école. Et quand la bande qui me harcelait lui a dit de se joindre à eux, lui il a dit bah non. Non, moi je me joindrai pas à vous. Et il a résisté et il s'est mis à mes côtés. Et du jour au lendemain, j'étais plus seul. On était 2. Et ça a changé ma vie et ma scolarité du jour au lendemain. Et c'est quelque chose dont j'arrivais absolument pas à parler à mes parents. Parce que à l'époque, on nous apprenait pas à parler à nos parents de ça. Et c'était presque honteux, tu vois, d'être harcelé à l'école. Mais c'était comme ça. Mais tu vois, des choses de la vie sont parfois étranges. Il y a quelques jours, j'ai fait une émission de télévision. Et j'ai fait une émission de télévision avec un monsieur qui est aujourd'hui un monsieur très gentil, très sympathique, et qui est un chef cuisinier. Et on nous a posé des questions sur notre enfance. Et donc, on m'a posé la même question. On m'a dit, mais est-ce que dans votre enfance, vous avez été... Enfin, plutôt, on m'a montré une photo de moi quand j'avais votre âge. Et le journaliste m'a dit, alors qu'est-ce que ça vous rappelle, cette enfance? Et donc, je lui ai dit, c'était pas une époque facile, parce que c'était une époque où, justement, je subissais le harcèlement à l'école. Et j'ai raconté, un peu plus dans le détail. Et le monsieur qui était à côté de moi, il a été extrêmement ému. C'est-à-dire que j'ai vu, tu vois, il avait des larmes dans les yeux. Et donc ça m'a étonné et je me suis dit, tiens, lui aussi, il a dû être harcelé à l'école et ça lui rappelle des souvenirs. Et on s'est retourné vers lui et il a dit, moi, j'étais un harceleur. Et je m'en veux, vous savez pas, c'est terrible ce que je m'en veux. Et c'était très intéressant et très touchant parce que je crois qu'il est resté toute sa vie d'adulte beaucoup plus triste d'avoir été un harceleur que moi d'avoir été harcelé. Parce que moi, finalement, j'ai résisté à ça. Vous voyez, je me suis construit, je suis devenu un homme, j'ai eu des enfants, vous voyez, bon. Mais lui, il a toujours porté en lui cette culpabilité. Et alors que c'était pas lui qui m'avait directement harcelé, il s'est excusé et il a présenté à la télévision ses excuses à l'enfant, qui aujourd'hui est un adulte, qu'il avait harcelé à l'école. Et donc, tout ça pour vous dire que tout le monde peut changer et que c'est pas parce qu'on est, vous voyez, c'est pas parce qu'on fait des bêtises dans son enfance qu'on pourra pas les corriger plus tard et devenir quelqu'un de formidable. Donc voilà, mais c'est pour ça que le petit voleur d'ombre... Et alors je vais te faire une confidence, hein. Quand j'ai écrit le roman du petit voleur d'ombre, c'est un roman que j'ai écrit très spontanément et je me suis pas rendu compte que j'avais oublié de changer, que j'avais pas changé les noms. C'est-à-dire que le nom, c'est son vrai nom. Voilà. Bon, écoute, c'est comme ça. Et c'était pas du tout par esprit revanchard, parce qu'on pourrait imaginer, mais je me suis pas du tout rendu compte. Et Elisabeth, elle a vraiment existé, et elle s'appelle vraiment Elisabeth. Et quand le livre est sorti, quelques mois après, alors qu'on s'était pas revus depuis 40 ans, quelques mois après la sortie du livre, j'ai reçu un message. Et le message, c'était « Mon cher Marc, je ne pensais pas qu'on pouvait être rancunier aussi longtemps. Je t'embrasse bien fort, signé Elisabeth. » Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais absolument oublié de changer les prénoms. Alors on s'est revus avec Elisabeth, on est redevenus très copains. Tu voulais me poser une question? Ah, attends, alors toi après, vas-y, vas-y.
Le héros du petit voleur d'ombre vit des choses difficiles. Dans le tome 1, il n'a pas d'amis et en plus ses parents se séparent. Avez-vous vécu les mêmes choses que lui? Alors, mes parents ne se sont jamais séparés. Ils se sont aimés toute leur vie. Ça a été une magnifique histoire d'amour. Et vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'aimaient passionnément. Mais autour de moi, j'ai eu des copains dont les parents s'étaient séparés. Et tu sais, écrire, ça n'est pas écrire sur soi. Écrire, c'est aussi raconter les autres. C'est très important. Parce que c'est ça qui est merveilleux dans une histoire. Tu vois, le petit voleur d'ombre, finalement, il n'est pas dans ta classe. Tu ne le connais pas. Mais le petit voleur d'ombre, si tu as aimé l'histoire, il fait naître en toi des émotions. Il te fait comprendre des tas de choses. Il te fait comprendre que on peut être à l'école et se sentir très seul. Il te fait comprendre qu'on peut aider les autres. Et ça porte un nom. En français, ça s'appelle l'empathie. Votre professeur vous l'épellera au tableau. Et l'empathie, c'est le fait de, comment te dire, de ressentir les émotions des autres, de comprendre les autres au lieu de les juger. Et le livre, c'est comment te dire, c'est un formidable accélérateur de l'empathie. Tu vois, quand on voit des informations terribles à la télévision, on entend des chiffres, on entend, tu vois, là on a une image, hein, mais on ne ressent pas. Et puis quand on lit l'histoire de quelqu'un, on ressent. Et cette personne, même si elle est d'un autre pays, d'une autre religion, d'une couleur de peau différente, qu'elle n'a pas eu la même éducation, qu'elle parle une langue qu'on ne comprend pas, eh bien, si on s'intéresse à son histoire, elle nous ressemble. Et toutes les différences, hein, elles disparaissent. Parce que ça nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et que moi qui voyageais beaucoup dans le monde, je peux t'assurer qu'une petite fille ou un petit garçon de 9 ans, qui soit à Paris, qui soit à Nice, qui soit au Japon, qui soit en Russie, en Chine, c'est toujours un petit garçon et une petite fille de 9 ans. Et une maman, elle aime ses enfants de la même façon dans le monde entier. Et un papa pareil, tu vois. Et c'est ça le pouvoir d'un livre. Et donc c'est très important de ne pas passer sa vie à écrire sur soi-même, parce que c'est ennuyeux. Et donc, moi, j'ai pris un petit peu de moi dans l'histoire du voleur d'ombre, tu vois, dans le fait qu'il arrive tout seul dans cette école, parce que c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, quand on a quitté Paris et que je suis arrivé dans cette école, j'avais pas de copains. J'ai pris un peu de moi parce que lui aussi, il est harcelé à l'école. Mais j'ai pris aussi des problèmes des autres. Et d'ailleurs, c'est exactement l'histoire du petit voleur d'ombre, c'est qu'il arrive avec ses problèmes, tu vois. Mais en fait, au lieu de passer son temps à se lamenter sur ses problèmes, ce qui va faire de lui un petit héros, c'est qu'il va beaucoup plus s'intéresser aux problèmes des autres. Même d'ailleurs aux problèmes de Marquès, qui n'est pourtant pas son meilleur copain. Et c'est le fait d'aller vers les autres et de régler les problèmes des autres qui va d'abord lui faire prendre conscience que ses problèmes à lui ne sont pas si graves que ça et qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes, tu vois, qu'il n'est pas le centre du monde. Mais c'est ce qui va finir par le relier à tous les autres, parce qu'à chaque fois qu'il aide quelqu'un, il s'en fait un ami. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus si c'est dans le tome 2, oui, je crois que c'est dans le tome 2 que le petit voleur d'ombre vient au secours de Marquès, ou c'est dans le tome 3 peut-être. Et quand le petit voleur d'ombre va, entre guillemets, comprendre pourquoi Marquès est si méchant, et qu'il va comprendre que lui aussi, il est très malheureux, Marquès, et qui va essayer de rendre Marquès plus heureux qu'il ne l'est, Marquès ne pourra plus être son ennemi, tu vois. Donc c'est exactement ça, si tu veux, l'inspiration du personnage, elle n'est pas du tout auto-centrée, elle raconte la vie de tous les autres, comme le gardien de l'école, qui joue un rôle très important dans l'histoire. Oui, alors attends, toi tu voulais poser une question, mais tu l'as oublié ou tu t'en souviens ? Est-ce que c'est vrai que la personne qui a été harceleur a vraiment pleuré de... Oui, c'est vrai. Elle était très émue. Parce que adulte, elle prenait conscience du mal qu'elle avait fait. Et en fait, ce qui a été une surprise pour lui, c'est il pensait très sincèrement que c'était des trucs qui s'étaient éteints avec l'école.
Et il n'imaginait pas que quelqu'un qui a beaucoup souffert à l'école peut s'en souvenir toute sa vie. Et quand il a pris conscience de ça en tant qu'adulte, il s'est senti horriblement coupable. Il s'en voulait beaucoup. Il pouvait pas, le pauvre, il ne pouvait pas retourner dans son enfance pour changer de comportement. Mais il a fait un truc formidable, c'est qu'il s'est excusé à la télévision, pas à moi, hein, auprès du garçon qu'il avait harcelé à l'école, et il a envoyé un message, tu vois, en disant « j'ai eu tort, si seulement je pouvais revenir en arrière pour corriger ça, je vous jure que je reviendrai en arrière pour corriger ça ». Et c'est important d'envoyer ce message. Et en fait, il a expliqué, il a dit « mais moi, j'étais un harceleur parce que j'étais extrêmement malheureux et que j'étais pas du tout bien dans ma peau et que je savais pas exprimer ma colère et donc je l'exprimais comme ça. » Il avait peut-être pas eu la chance de pouvoir apprendre à jouer du piano, de la guitare ou qu'on lui mette un pinceau dans les mains. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que le rapport qu'on entretient avec... alors je vais mettre l'art entre parenthèses, parce que la question n'est pas de savoir si on est un artiste, hein, la question c'est d'accéder à tout ce qui est artistique. C'est un moyen extraordinaire de canaliser nos émotions. Apprendre à jouer un instrument de musique, c'est pas pour aller sur une scène de concert faire le mariole. Apprendre à jouer un instrument de musique, c'est pour pouvoir dire à son instrument tout ce qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Peindre, le dessin, c'est extraordinaire. Le nombre de choses qu'on raconte de façon inconsciente dans un dessin. Moi, quand je travaillais à la Croix-Rouge, et on était très souvent confrontés à des enfants qui avaient vécu tu vois, des choses pas rigolotes du tout. Et ils n'arrivaient pas à les formuler avec des mots. Et ils faisaient des dessins. Et on arrivait à voir dans les dessins tout ce qui leur faisait du mal et tout ce qui leur faisait de la peine. Et c'était un moyen de communiquer avec eux extrêmement important. Donc peut-être que ce monsieur, enfant, il n'arrivait pas à exprimer sa tristesse autrement que par la colère et en étant bagarreur et violent. Et si on lui avait donné un pinceau, ou si on l'avait mis au piano ou à la guitare, ou si on lui avait permis d'écrire, peut-être qu'il aurait agi différemment. Alors, ça, c'était ta question. Il y avait toi, tu veux poser une question? Pourquoi avez-vous choisi ce pouvoir, celui de communiquer avec les ombres des gens, pour votre héros? Alors, c'est tout le concept de l'histoire. En fait, c'est exactement c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. C'est que les émotions, c'est pas toujours facile à communiquer, tu vois. Et les choses qui nous rendent heureux ou malheureux, c'est pas toujours facile d'en parler. Parfois, on garde ça comme un secret. Moi, par exemple, alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Hein, moi, quand mon fils Louis avait votre âge, il y avait la moitié des enfants de la classe qui étaient des enfants de parents divorcés. Mais quand j'étais à l'école, il y avait un seul enfant dans toute l'école dont les parents étaient divorcés. Et donc, alors que c'était pas de sa faute, et puis de toute façon, tu vois, mais il était incapable d'en parler. Il n'arrivait pas à en parler parce que pour lui, parler du divorce de ses parents, c'était comme dire qu'il était différent des autres. Et vous savez bien que quand on est enfant, on a très peur d'être différent des autres. On veut ressembler à tous les copains de la classe. Et à cette époque-là, on ne nous apprenait pas du tout à, au contraire, tu vois, être fiers de notre différence, parce que c'est celle qui nous, justement, qui nous rend uniques. Et donc, il en parlait pas du tout. Et donc, le voleur d'ombre, il a ce pouvoir, c'est-à-dire que quand les ombres s'échangent, c'est pas la personne, c'est son ombre qui lui confie, tu vois, qui lui raconte le problème, qui lui confie le secret. Alors, tu pourrais dire que l'ombre, c'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est un peu le dessin dans lequel on a caché son chagrin, ou c'est le morceau de musique qu'on joue, dans lequel, à la façon de le jouer, on a exprimé qu'on était heureux, triste, en colère, effrayé. Et c'est ça le principe des ombres, c'est que les ombres, c'est le secret, en fait les ombres vont confier le secret de chaque personne et confier aux petits voleurs d'ombre la mission de leur venir en aide. J'ai répondu à ta question ? Si vous pouviez avoir un pouvoir magique maintenant que vous êtes adulte, qu'est-ce que ce serait? Le même, le pouvoir du voleur d'ombre.
C'est un pouvoir merveilleux, tu vois. Je crois que ça, oui, ça me plairait bien d'avoir ce pouvoir-là. T'imagines? Parce que si tu peux comprendre les problèmes des gens, tu peux chercher des solutions qui vont bien au-delà, tu vois, de leurs simples problèmes à eux. Si tu peux, tu vois, regarde, on va reprendre l'exemple de ce monsieur qui a avoué qu'il était, tu vois, disons qu'il se comportait pas bien en classe. Bah, si quelqu'un avait marché sur son ombre à l'époque et avait su qu'il était très malheureux, eh ben, on serait allé lui parler et du coup, il n'aurait plus eu besoin d'être colérique et violent. Donc oui, je pense que j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer aux questions que nous recevons d'un peu partout en France. Louise, je te donne la parole. Faites-vous des brouillons avant d'écrire? Si je fais des brouillons avant d'écrire, alors, en fait, c'est pas que j'en fais plein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'écrire, c'est corriger sans arrêt. Tu vois, on n'écrit pas comme ça, j'écris pas 400 pages, et puis hop, ça y est, c'est fini, et je les donne à mon éditeur. J'écris, par exemple, le lundi, je vais écrire 6 pages, et le mardi, je vais commencer par relire et réécrire ces 6 pages et les corriger, et puis en écrire 6 de plus, le mardi. Et le mercredi, je vais reprendre les 6 premières pages, et je vais corriger les 6 premières pages, les 6 suivantes, et en fait, on n'arrête pas de corriger. Sans arrêt. On relit, on corrige. Écrire, c'est énormément réécrire. Parfois, il arrive que, miraculeusement, il y ait un quart de page ou un tiers de page comme ça qui sort et qui est, tu vois, qui est bien du premier coup. Mais la plupart du temps, oui. Il y a une illusion avec l'écriture dont je vais te parler parce que le parallèle avec la musique est très intéressant. Si tu décides demain de te mettre au piano, à la guitare, tu sais de toute évidence que tu ne vas pas prendre ta guitare et te mettre à jouer parfaitement un morceau. Pour jouer un morceau, tu vas travailler ce morceau, tu vas le travailler. Et puis à force de travail, à un moment, tu vas bien le jouer. Et encore d'ailleurs, plus tu vas le jouer, et mieux tu le joueras. Alors l'écriture, on a du mal à imaginer que ce soit pareil, parce que comme on apprend à écrire à l'école, on a l'impression qu'on sait tout s'écrire. Mais raconter des histoires, c'est pas seulement écrire, c'est écrire et interpréter. Alors c'est exactement comme le piano, c'est-à-dire qu'on écrit et on travaille sa page, comme le guitariste travaille sa guitare, et à force d'écrire et de réécrire, ça devient un joli morceau. Marie va nous lire une question de l'école primaire Raymond Fontaine. Est-ce que vous créez d'abord les personnages principaux de vos romans? Oui. Une histoire, elle prend naissance avec les personnages qui vont la vivre. Et donc, la première chose que je veux... Alors, si tu veux, il arrive qu'il y ait d'abord une idée. Tu vois, une idée, c'est le début d'une histoire, mais ce n'est pas une histoire. Et ce qui va faire qu'une idée se transforme en histoire, c'est justement la création des personnages. Et ça prend parfois très peu de temps, parce que les personnages arrivent comme ça, ils existent. Et parfois, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il faut apprendre à les connaître. Et je te dirais que plus l'histoire est intense, tu vois, c'est-à-dire que plus l'histoire... plus on dit d'une histoire qu'elle est serrée, c'est-à-dire que plus elle est, tu vois, sur une période... on pourrait croire que si une histoire va très vite et qu'elle se passe comme ça sur 3 ou 4 jours, on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses sur le personnage. Moi, je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que plus une histoire est serrée, et plus, pour qu'elle existe réellement, il faut que l'auteur connaisse parfaitement le personnage, soit capable de savoir, de connaître chacun de ses gestes, chacune de ses répliques, ce qu'il pense, comment. Parfois, ça demande beaucoup de temps. Alors, je sais que ça peut paraître mystérieux,
Parce que pour apprendre à connaître un personnage, il ne faut pas seulement rencontrer le personnage au moment où l'histoire se passe, il faut remonter dans toute la vie du personnage, comprendre où est-ce qu'il a grandi, comment il a été élevé, quel rapport il avait avec ses parents, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, à quoi il rêve, ce dont il a peur. Et c'est quand on connaît ce personnage comme si c'était votre meilleur ami, que vous le connaissiez depuis des années, qu'on peut commencer à le mettre en scène et à le faire exister, à le faire vivre. Et ça, parfois, ça prend beaucoup de temps et ça demande de faire des recherches. Mayra va maintenant nous lire une question qui vient de la classe de CM1, CM2 de l'école de Saint-Germain-du-Puch. Quel livre vous a pris le plus de temps à écrire? Quel livre m'a pris le plus de temps à écrire? Le premier, j'imagine, puisque j'ai mis 39 ans pour l'écrire. Donc ça doit être celui-là. Mais passer celui-là... écoute, c'est un livre probablement, on va dire, le livre que j'ai porté le plus longtemps avant de l'écrire. C'est-à-dire que, pour que tu comprennes ce que j'explique, il y a le moment où tu as une idée. Après, il y a le moment où les personnages se forment dans ta tête. Ça ne veut pas dire que pendant tout ce temps-là, tu vois, tu regardes un platane en te disant « je travaille ». Parfois, je suis en train d'écrire un roman, et puis il y a des personnages d'un autre roman, tu vois, qui sont en train de naître dans ma tête. Mais quand j'ai écrit Les Enfants de la Liberté, c'était assez différent parce que je connaissais l'histoire, mais il y avait d'autres raisons qui étaient des raisons familiales qui faisaient que je repoussais sans arrêt le fait de l'écrire. Et donc le livre que j'ai mis le plus de temps à me décider, le plus de temps pour me décider à l'écrire, c'est Les Enfants de la Liberté, parce que c'est un livre dont je repoussais l'écriture chaque année et que j'ai dû garder comme ça. Je pense que c'est un livre que j'avais décidé d'écrire avant de devenir bien avant de devenir écrivain. Tu vois, il y a une question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que j'avais imaginé avant d'écrire mon premier roman que j'allais devenir écrivain? Et j'ai toujours répondu la vérité, c'est-à-dire non, j'avais pas... Mais je savais, avant de devenir écrivain, qu'un jour je raconterais cette histoire qui est dans Les Enfants de la Liberté, parce qu'il fallait absolument que je la raconte. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce livre-là que j'ai porté le plus longtemps. Merci. Nous avons maintenant une question de la classe de CE2 CM1 de l'école de Saint-Hilaire de la Noaille, lue par Antoine. Quelle a été votre émotion quand votre premier roman a été publié? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a... quand mon premier éditeur m'a dit que j'allais être publié, je ne me suis pas du tout rendu compte de ce que ça voulait dire. J'étais très content, mais... Comment te dire, tu vois, ouais, j'étais content. En fait, je travaillais beaucoup à l'époque, et puis j'élevais mon petit garçon tout seul. Donc j'avais très peu de temps à moi, parce que quand j'étais, tu vois, c'était boulot entre le travail et Louis, j'avais presque pas de temps de loisir. Et je me sentais toujours, quand j'ai été convoqué chez Lafon et qu'on m'a dit qu'on allait publier mon roman, je trouvais ça très chouette, hein, et j'étais hyper content, mais je ne pensais pas une seconde que ça allait changer ma vie, tu vois. J'avais trop de choses à faire dans la vie pour imaginer... Donc je voyais ça comme... En fait, ça me faisait très plaisir parce que j'étais vraiment très content vis-à-vis de mon père. En fait, mon père était un littéraire et j'ai toujours eu une énorme admiration pour mon père. Et donc, l'idée de pouvoir dire à mon père que j'allais avoir un livre qui était publié, c'était le seul truc qui comptait pour moi. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver. Tu vois, c'est-à-dire que si au moment où j'avais signé, au moment où mon premier éditeur m'a dit « je vais publier votre livre », il m'avait dit « alors, il faut quand même que je vous dise que vous allez aller faire des signatures dans des librairies, que vous allez aller dans les salons du livre », et que, tu vois, j'aurais dit « mais de quoi parlez-vous » Je n'avais aucune idée de
tu vois, de ce que ça allait représenter professionnellement. Et même quand j'ai rencontré la dame au chapeau qui est ici, et qui m'a dit je vais emmener votre livre parce que je voudrais le vendre au cinéma. D'abord, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je n'ai pas du tout envie que vous le vendiez au cinéma. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai vraiment compris, en fait, ce qui m'arrivait quand Spielberg a appelé. Où là, c'était quand même pas normal. Enfin, tu vois, il se passait quelque chose qui n'était pas normal. Mais jusque-là, je n'étais pas du tout conscient. Et même, je ne te cache pas que j'ai un souvenir très précis. Le roman est sorti le 17 janvier. Ça devait être un mardi ou un mercredi. Et le week-end, je suis allé avec un ami au Virgin des Champs-Élysées, qui était une grande librairie qu'il y avait en bas des Champs-Élysées, parce qu'il voulait voir si mon bouquin était sur les tables. Et même là, quand j'ai vu mon bouquin sur les tables, je réalisais pas du tout ce que ça voulait dire. Louise nous lit une question de la classe de CM1 de l'école d'Archamps. Comment avez-vous rencontré l'illustrateur Fred Bernard? Comment avez-vous travaillé ensemble? Je me souviens plus tellement comment on s'est rencontrés. Je crois que c'est lui il avait aimé Le Voleur d'ombre et c'est lui qui a eu l'idée en fait. Je crois que c'est ça. Il avait aimé Le Voleur d'ombre et je crois qu'il m'a écrit ou il m'a téléphoné pour me dire qu'il aurait beaucoup aimé qu'on l'adapte et qu'on l'illustre. C'est comme ça, hein. Voilà. Donc ça s'est passé que c'est lui qui m'a contacté et moi j'adorais son travail parce que j'adore les livres pour enfants et j'adore la bande dessinée et j'adore les illustrations. Je suis même marié à une illustratrice, c'est vous dire. Et donc je lui ai dit tout de suite oui parce que j'étais fou de bonheur. Comment est-ce qu'on a travaillé? Écoute, dans la joie. On a travaillé très joyeusement, on s'entend vraiment bien. Donc, il m'a laissé adapter comme je voulais mon roman. Et en même temps, quand je l'adapte et que j'écris les histoires du Voleur d'ombre, je pense... comment te dire? Je lui envoie toujours l'histoire pour lui demander s'il y a des choses qu'il a plus envie de dessiner que d'autres, s'il y a des univers qui lui plaisent ou qui ne lui plaisent pas. Par exemple, quand j'ai eu l'idée de La nuit du grand orage, avant de l'écrire, je l'ai appelé et je lui ai raconté l'ambiance de l'histoire. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est une ambiance qui te plaît? Est-ce que tu as envie? Alors, ça lui plaisait beaucoup. Et donc voilà, on écrit, on travaille, on va dire, main dans la main. Et là, tu vois, je vais terminer l'écriture du 7 et je vais commencer l'écriture du 8 et 9. Et c'est pareil, on s'est vus il n'y a pas très longtemps. Et pendant le déjeuner, on était ensemble et on a créé l'histoire pendant le déjeuner. Et maintenant, j'ai plus qu'à l'écrire. Une double question de la classe de CM1 de Saint-Didier de la Tour. Est-ce que vous aimez quand vous écrivez? Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, c'est drôle parce qu'il y a quelque temps, j'ai entendu un écrivain à qui on posait cette question répondre à cette question. Et je ne le connais pas et je l'ai adoré parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui dit la vérité. Et on lui a demandé est-ce que vous aimez quand vous écrivez? Et il a dit je déteste ça. Et j'ai trouvé ça génial parce que la plupart des écrivains te disent mais moi si j'écris pas je peux pas respirer, je meurs. Enfin, une journée sans écriture et je n'existe plus. Et moi ça me fait bien marrer. Parce que la plupart de ces écrivains qui disent ça, la plupart du temps, je les vois au restaurant, au café ou en train de rigoler avec des copains et très rarement derrière leur bureau. Et la vérité, c'est que... Alors, la réponse n'est pas, elle est pas terminée. Et donc, cet écrivain, il a dit « Je déteste écrire ». Il a dit « Mais en revanche, je déteste ne pas écrire ».
Et ça, c'est une vraie réponse. Parce que il a dit, alors la personne qui l'interrogeait lui a dit, mais je ne comprends pas, vous détestez écrire, vous détestez ne pas écrire, c'est un peu contradictoire. Il a dit, oui, c'est pour ça que je suis écrivain. Et il a dit, j'adore préparer un livre, j'adore imaginer les personnages, j'adore travailler mon histoire, j'adore réfléchir, être confronté à des problèmes. Mais si je vous disais que j'adore passer 8 heures tout seul derrière mon bureau à taper sur un clavier, et si je vous disais que j'adore ça, vous ne pourriez pas me croire. Et si tu veux, encore une fois, pour que tu comprennes, je vais faire la correspondance avec la musique. Si tu interroges aujourd'hui Hélène Grimaud, qui est une très très grande pianiste, et que tu lui dis, vous aimez jouer du piano? Elle va dire, évidemment que j'adore jouer du piano. Mais vous aimez répéter 6 heures par jour pour pouvoir jouer bien votre morceau? Si elle est honnête, elle va te dire, bon, écoutez, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux dans ma journée, vous voyez, de passer 6 heures à travailler. Et donc, je te dis ça pour te dire que l'écriture, j'adore quand j'écris. J'adore être au milieu de l'écriture d'un roman, et j'adore avoir terminé le roman et me dire, ça y est, je peux sortir, aller prendre l'air et regarder dehors. L'écriture, c'est une passion, mais c'est aussi un travail. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et par moments, comme toute chose qui demande des efforts, c'est passionnant. Et par moments, c'est hyper barbant. Voilà. Et ça, c'est la réponse la plus sincère que je peux te donner. Et je te le dis, alors je suis sûr que s'il y a des écrivains qui m'entendent, certains vont être outrés que j'ai osé faire cette coïncidence. Moi, j'assume. Je peux te dire que voilà, il y a des journées où il fait très beau dehors, et j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, tu viens, on va se faire une terrasse. Et bien au moment où je lui dis non, je suis désolé, il faut que je travaille, il y a des jours où je suis fou de joie de lui dire non, parce que je suis avec un personnage au milieu de mon histoire, et qu'il n'y a rien de plus important et de réjouissant que de raconter mon histoire. Et puis il y a des jours où je serais bien allé me mettre à une terrasse de café pour prendre un café avec lui. Et ce que je viens de te raconter, c'est vrai pour tous les métiers. Tu vois, je suis sûr qu'il y a des matins où votre maîtresse, elle est folle de joie de venir et de faire le cours, et qu'il n'y a rien qui la rend plus haute. Et puis, comme tout le monde, il y a des jours où, quand elle corrige ses copies, elle se dit oh. Mais on le fait parce que c'est la passion du métier. Mais ce serait un mensonge que de faire croire que même un métier qui vous passionne, c'est chouette et génial tous les jours. En même temps, je ne te cache pas que le fait que ça soit un peu difficile, ça fait partie aussi de la satisfaction, parce que quand on est arrivé au bout, au moins, tu vois, on a le mérite d'avoir vaincu des obstacles et la satisfaction d'avoir vraiment donné de soi-même. Une question maintenant de la classe de CM1, CM2 de l'école Notre-Dame de la Délivrande. Alors, délivrance, je ne sais pas. Délivrance. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des romans pour les enfants? Parce que, écoute, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Tu vois, quand je te disais très sincèrement et en plaisantant un peu le rapport que j'ai avec l'écriture, ce qui est passionnant dans une carrière, c'est pas d'être génial au début. Je pense que si tu es génial au début, tu dois t'ennuyer toute ta vie. Ce qui est passionnant dans une vie, c'est ce que tu apprends en travaillant. Ça, c'est vraiment pour moi, tu vois, j'ai toujours vu mon métier comme ça. Et raconter une histoire, ça peut être très simple et ça peut être très compliqué. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Quand tu regardes un film à la télévision, s'il y a 4 ou 5 personnages autour de la table, tu les reconnais tout de suite parce qu'ils ont un visage, ils ont une voix. Tu vois, donc tu ne peux pas te tromper. Mais quand il y a 4 ou 5 personnages dans une histoire, s'il n'y a pas de dessin, c'est très difficile de se souvenir de qui ils sont et de les reconnaître parce qu'ils n'ont pas de visage. Enfin, il faut que l'écrivain en fasse naître un. Et donc, quand tu racontes une histoire, pour réussir à faire exister beaucoup de personnages en très peu de temps, ça demande ce qu'on appelle du métier. Et je sais que, par exemple, mon premier roman, il y avait 2 personnages principaux. Et je ne suis pas sûr, je crois que dans mon premier roman, j'aurais pas pu écrire une histoire avec 8 ou 9 personnages. Parce que c'est un métier d'écriture, de créer une voix pour chaque personnage, un visage pour chaque personnage, etc. Et ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est d'écrire pour vous.
Parce que vous êtes le public le plus difficile. Parce que les adultes, on peut, entre guillemets, leur raconter des histoires. Mais les enfants sont beaucoup trop intelligents pour ça. Nous, quand on devient adulte, on perd beaucoup de choses. Tu vois, il y a une grande partie de notre imaginaire qui est occupée par le présent, par le quotidien. Et donc, comment te dire, c'est plus facile d'entraîner un lecteur adulte. Mais un enfant, et je m'en souviens parce que c'est à cause de ça que je me suis mis à écrire, un enfant, ça ne vous pardonne rien. Si vous avez oublié quelque chose dans l'histoire, s'il y a une erreur dans l'histoire, si l'histoire ne se poursuit pas exactement comme elle doit se poursuivre, l'enfant, lui, il s'en rend compte tout de suite. Et il vous dit tout de suite, ça ne tient pas debout. Il vous dit tout de suite, mais je ne comprends pas, il est arrivé dans l'école avec un manteau, il est reparti sans son manteau, il en a fait quoi du manteau? Dans un roman d'adulte, les adultes, ça ne les intéresse pas le manteau. Et là, je te parle du manteau, mais si tu savais le nombre de détails... Et donc, écrire pour les enfants, c'est, pour moi, ce qu'il y a de plus passionnant et de plus complexe, et en même temps, de plus essentiel, parce que tu vas justement uniquement à l'essentiel, et à chaque fois que tu utilises un détail, tu sais que tu ne peux pas te gourer avec. Donc, écrire pour les enfants, c'était un rêve. Et puis, je vais terminer cette réponse qui est la plus longue là-dessus. Je crois que pour écrire, pour jouer du piano, pour faire de la musique, pour être enseignant, il faut avoir gardé énormément en soi de l'enfant qu'on était. Et donc, quand tu te remets à écrire pour des enfants, l'enfant qui est en toi, il est très content parce qu'on est d'égal à égal. Alors qu'avec les adultes, on se sent souvent en sentiment d'infériorité. Tu vois? J'ai répondu à ta question? Bon. C'est pas toi qui l'avais posée, non? Pardon, je te regardais toi, je suis désolé. Je voulais pas te faire peur, c'est parce que je sais plus qui a posé la question. C'est pour ça que je te regardais toi, parce que je pensais que c'était toi qui avais posé la question. Alors, on a reçu 2 questions de l'école de la Mortagne. Est-ce difficile au départ d'être lu par d'autres? Est-ce que cela vous a fait peur? C'est très difficile et ça me fait toujours très peur. Alors là, la réponse va être très courte. C'est à la fois... c'est quand même le rêve. Parce que quand on écrit, quand on publie des livres, c'est dans l'espoir d'être lu par le plus grand nombre. Mais l'écriture a une différence par rapport justement à la musique ou au cinéma. C'est que le musicien, il joue devant son public, alors que le romancier, une fois qu'il a écrit le livre, tu vois, il ne va pas chez les gens pour les regarder en train de lire. Et donc, on arrive à l'oublier. Mais néanmoins, oui, c'est difficile d'être lu parce qu'il y a beaucoup de choses de soi-même qu'on a fini par écrire parce que c'était le début de notre conversation, parce qu'on n'arrive pas à les dire comme ça autrement. Et est-ce que ça me fait toujours peur? Oui, toujours. Parce que chaque livre, c'est une nouvelle aventure. Tu sais, même un musicien qui joue du piano depuis 20 ans, quand il monte sur scène, il a le trac parce qu'il peut faire une fausse note et il peut rater son concert. Et donc, on n'est pas des machines. Donc, chaque livre, chaque fois qu'on se remet à travailler, c'est un risque énorme et la peur, elle est toujours là, oui. Louise, 2 nouvelles questions sont arrivées. Quel est le livre qui vous a le plus plu quand vous étiez enfant? Et quel personnage? Alors, tout dépend tout dépend jusqu'à quel âge tu me laisses être un enfant, évidemment. La nuit des temps de René Barjavel, quand j'étais enfant. Voilà. Et donc, c'était Péléas et Léonore. Péléas et Léonore, je crois que c'est ça. C'est il y a très longtemps. Mais La nuit des temps de Barjavel, qui est un des livres dont le monde imaginaire m'avait le plus époustouflé et que j'ai dû lire, je crois qu'on lisait ça à 10-11 ans à l'époque. Et voilà, ça c'est l'enfant. Et après, j'ai lu encore
jusqu'à avant-hier des livres avec un regard d'enfant. Mais voilà, je dirais oui, La Nuit des Temps. Bien sûr, il y avait Le Petit Prince qui était un livre culte et un poème qui a beaucoup marqué ma vie et ma scolarité, qui était un poème de Jacques Prévert hein, qui s'appelait Le Cancre. Voilà. J'espère qu'un jour vous lirez Jacques Prévert à l'école, parce que Jacques Prévert, c'était, parmi tous les poètes hein, de la littérature française, c'est le poète des enfants. Il y a un recueil de poésie qui s'appelle Paroles. J'espère qu'un jour vous aurez la chance de le lire, parce que c'est, voilà, pour moi, c'est toute la poésie de l'enfance. Je la dois à Jacques Prévert. Marie va maintenant nous lire une question de la classe de CM1 de l'école d'Archamps. Vous dites que vous écrivez les tomes 7 et 8 du Petit Voleur. Comment vous viennent les idées ? J'ai un petit peu répondu déjà à cette question. Les idées, elles viennent assez spontanément et elles viennent parce qu'il y a des émotions qu'on a envie d'exprimer. Elles viennent aussi parfois comme un petit miracle. Elles viennent parfois parce que le personnage de l'histoire vous emmène vers une idée. C'est drôle parce que je ne veux pas trahir le secret du tome 7, mais sans m'en rendre compte, dans l'écriture du tome 6, j'ai écrit une phrase qui donnait le titre du tome 7. Et quand on a commencé à travailler avec Fred me l'a rappelé ça. Parce que lui aussi c'est un grand enfant, il n'oublie rien. Et donc il m'a dit, tu te rappelles qu'on a dit ça Et en fait le titre, ce titre, il contenait déjà la promesse d'une histoire. Et donc je suis parti de ça, et c'est comme ça que, en partant de ce titre, l'histoire est née. Tu sais, c'est ce que j'essayais de te dire tout à l'heure. Une histoire, ça naît le plus souvent d'une idée. Et l'idée, c'est le début de l'histoire. Après, tout est possible. Mais il y a un moment où il faut se mettre sur sa table de travail et se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais avec cette idée ? En gros, si un jour votre maîtresse vient dans la classe et qu'elle vous dit, bah, tenez, voilà, je vais vous donner une idée, par exemple, un petit garçon ou une petite fille découvre sur une plage un cerf-volant, et sur ce cerf-volant, il y a un message qui a été écrit. Vous pouvez imaginer le message qui est écrit sur le cerf-volant et l'histoire qui va avec. Ça, vous voyez, c'est une idée. Et si la maîtresse vous donne ça comme devoir, chacun d'entre vous, vous allez raconter une histoire différente. Et donc, une idée, c'est le début d'une promesse d'histoire. Ben, moi, quand j'ai une idée, je travaille, et puis quand je suis content de l'histoire, je me mets à l'écrire. Maïra ? Est-ce que vous pensez écrire une autre histoire pour les enfants avec d'autres personnages ? Eh bien, écoute, si j'en ai la possibilité, j'aimerais beaucoup. Voilà. Donc, c'est vous, les enfants, qui allez décider de ça. Si vous me gardez comme auteur, merci. Eh bien, oui, j'écrirai avec grand plaisir une autre collection parce que j'adore ça. C'est vraiment... c'est que du bonheur d'écrire pour les enfants. Deux autres questions. Où écrivez-vous ? Avec quels outils ? Alors, bah, j'écris dans mon bureau. J'ai beaucoup de mal à écrire. Je peux écrire ailleurs que dans mon bureau, mais il faut que ce soit un lieu où j'ai pu m'installer. C'est-à-dire que, je te dis ça pour te dire qu'il y a des écrivains qui arrivent à se mettre à une terrasse de café et à écrire. Moi, je suis trop distrait pour ça. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans un endroit que je connais bien, je passe mon temps à regarder tout ce qui est autour de moi et je n'arrive pas à travailler. Et donc, je peux écrire dans mon bureau, mais si, par exemple, je vais m'installer... j'ai écrit, par exemple, la première nuit, j'étais dans une maison sur un lac au Canada, et à cette époque-là, ma femme était très fatiguée, donc, parce qu'elle attendait notre fils, et donc elle se couchait très tôt le soir, et moi, je n'arrivais pas à dormir, et donc, au bout de quelques jours dans la maison, j'ai pu me reconstituer un petit bureau, je me suis installé, et une fois que j'avais mon petit lieu de travail, je me suis mis à écrire.
Donc voilà, j'écris dans mon bureau, voilà, et je peux transporter mon bureau, mais par exemple, quand je suis en voyage et que je change d'hôtel tous les jours, j'arrive pas à écrire. J'arrive à me corriger, j'arrive à réécrire, mais j'arrive pas à être assez concentré pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Quels outils? Tu sais, les outils dans mon métier, c'est ou le stylo ou le clavier, quoi. Donc la plupart du temps, j'écris au clavier. Alors j'ai une passion, c'est les vieilles machines à écrire. Et j'en ai plein à la maison, des vieilles machines à écrire. Et en fait, quand tu travailles sur un ordinateur, c'est très compliqué de travailler sur une machine à écrire parce que tu tapes très lentement. Et il y a des moments où, de temps en temps, mais ça je fais ça que quand je suis à la maison, ou pour ralentir le rythme de l'écriture, parce que parfois il faut faire attention à ne pas écrire trop vite. Alors j'écris comme ça quelques pages sur la machine à écrire, et quand je les ai tapées, je m'en sers comme un brouillon et je vais retaper à l'ordinateur. Voilà. Et quand j'écris des lettres dans les romans, pour me mettre dans le même comment te dire, état d'esprit, alors les lettres, je les écris toujours à la main. Et puis parfois, comme ça, il arrive que j'écrive 5-6 pages sur mon cahier, et là je passe un temps fou à me relire pour les recopier. Mais ça m'arrive aussi. Donc voilà, les 3 outils, c'est le stylo, l'ordinateur, le stylo et la machine à écrire. Est-ce que vous aimez lire? Si oui, qu'est-ce que vous aimez lire? Avez-vous des auteurs préférés? Alors, j'adore lire. J'aime lire beaucoup d'auteurs. Et je ne vais surtout pas perdre du temps à te les énumérer parce que voilà, ça prendrait un temps fou. Mais je cite toujours un auteur qui est une référence pour moi, qui est l'auteur vers lequel je retourne chaque fois que j'ai un doute, c'est Romain Gary. Voilà. Une question à nouveau qui nous arrive d'une classe de l'extérieur, Louise. Pourquoi avez-vous choisi de mettre des illustrations dans les romans du Petit Voleur? Parce que j'aime la poésie des dessins de Fred, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, il a réussi à créer ce personnage du Petit Voleur d'ombre qui ressemble exactement à l'idée que je me faisais dans ma tête du Petit Voleur d'ombre. Et parce que je trouve que ça apporte à l'histoire. Tu vois, ça la diminue pas, au contraire, je trouve que ça lui donne une vie formidable. Et puis parce que comme j'ai eu 3 enfants et que j'ai eu la chance de lire des livres illustrés à mes enfants, l'idée que j'en ai fait un, ça me rend super heureux. J'ai l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir et ça me fait vraiment très très plaisir. Et nous arrivons maintenant à la dernière question de notre conférence. Mayra. Comment vous vous sentez après avoir écrit et terminé un livre? Alors, très heureux. En fait, quand le livre est terminé, il y a plein de choses. D'abord, c'est comme, tu vois, tu as passé 3 mois à escalader une montagne. Quand tu arrives en haut, tu vois, tu es content, tu te dis c'est fait. Et alors, il y a une chose qui est assez douce, c'est que quand tu as terminé un livre, tu ne l'as pas du tout terminé. Parce que quand tu as terminé un livre, en fait, tu commences la phase de correction et d'editing. Mais au moins, tu sais que l'histoire, elle est là, elle est racontée. Après, il y a plein d'émotions contraires, c'est-à-dire que quand le livre est terminé, en fait, il y a 2 moments. Il y a quand le livre est terminé et quand le livre part chez l'imprimeur. Ça, c'est 2 choses très différentes. Quand le livre est terminé, c'est toujours un grand soulagement. Quand le livre part chez l'imprimeur, c'est plus contrasté que ça. Moi, c'est un moment que j'aime pas du tout. Parce que c'est le moment où les personnages t'échappent. Où tu sais que tu ne peux plus les rattraper et que maintenant, ils vont mener leur vie sans toi. Et jusqu'au jour où le livre part en impression, c'est-à-dire jusqu'au jour où tu as dit c'est bon, on peut imprimer, tu sais que tu peux encore discuter avec eux, tu peux changer une chose, tu peux...
Mais là, quand c'est parti chez l'imprimeur, c'est parti chez l'imprimeur. Et c'est pas le fait qu'on ne puisse plus rien changer. C'est qu'assez étrangement, c'est le moment où on est obligé de quitter ce monde imaginaire et re-rentrer dans la réalité, puisqu'il n'y a plus de contact et de lien avec les personnages. Donc, c'est pas du tout que j'aime pas l'imprimeur, hein, il y est pour rien. Mais je l'aime pas. Non, s'il y a des papas imprimeurs, vraiment, il y est pour rien, le pauvre. Mais c'est le moment pour moi le plus... Bon, après, il y a des choses plus graves dans le monde, tu vois, donc on va pas se plaindre parce que ton bouquin est chez l'imprimeur. Mais c'est le moment où je suis obligé de dire au revoir à mes personnages. Et il y a des personnages que, c'est pas grave, ils vivent leur vie. Et puis il y en a d'autres qui sont devenus des copains et des amis. Et tu sais, quand tu lis un livre et que tu as beaucoup aimé le livre, le personnage du livre, il reste un peu avec toi. Et quand tu as passé des mois à écrire un bouquin, c'est pareil. Le personnage, il reste avec toi. Et donc lui dire au revoir, c'est pas toujours simple. Merci beaucoup, Marc Lévy. Nous arrivons à la fin de notre conférence interactive. On va vous laisser quelques minutes pour nous donner des conseils, à tous les enfants de France qui sont connectés en direct avec nous. Des conseils pour leur petit rôle d'écrivain à l'école, peut-être leur avenir, leur rôle tous ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Alors, je crois que tu voulais poser une petite question. Est-ce que tout le monde nous entend ? Oui, Arthur, tout le monde nous entend. Et te voit aussi. Tous les écoles ? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu voulais demander ? Est-ce que des fois vous relisez les... Les livres que j'ai écrits ? Oui. Non, jamais. Non, jamais. Mais tu sais, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est à cause du rapport que j'entretiens avec les personnages. Il m'arrive d'aller rechercher... parfois, tu relis quelques pages parce que tu vas faire une référence à un personnage d'une histoire. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit la trilogie, là, j'ai écrit trois livres qui se suivent. Parfois, tu vas vérifier dans les pages. Mais tu vois, je vais te faire un aveu de très mauvais élève. Quand j'ai écrit la trilogie, et ça, tu vois, il y a mes éditeurs dans la salle et ils ne savent pas. Quand j'ai écrit la trilogie, quand tu écris le tome 2, normalement, tu es quand même censé relire le tome 1. Moi, j'avais fait une fierté de jamais le relire. Et quand j'ai écrit le tome 3, je m'étais juré, je ne relirais pas le tome 1 et je ne relirais pas le tome 2. Et tu sais pourquoi ? Parce que je me suis dit, si moi, je ne me souviens pas d'un truc, il n'y a aucune raison que le lecteur s'en souvienne. Et donc, je ne vais pas me donner un avantage sur le lecteur en allant rechercher... Alors, si je faisais... je t'ai vu, hein, t'inquiète pas, je vais te répondre. Si je faisais quelque chose de très précis, j'allais éventuellement rechercher dans le livre, mais je m'étais interdit de retourner lire le livre. Je m'étais dit, je dois le reprendre, ce livre, avec exactement le même état d'esprit que le premier et le deuxième. Donc voilà. Qu'est-ce que tu voulais me demander ? C'est juste pour dire que la maîtresse avait dit que tu allais nous donner un... Oui, il faut que j'arrête de répondre à des questions. Tu as raison de me rappeler alors. Mais tu as raison, non mais tu as raison. Absolument. Mais en fait, j'ai essayé de répondre à d'autres questions parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question, à donner des conseils. Je vais vous donner un conseil. Si vous avez envie d'écrire, n'en écoutez aucun. N'écoutez aucun conseil. Si vous ouvrez un cahier pour écrire, ne pensez à rien d'autre qu'à ce que vous avez envie d'écrire. Si vous ouvrez un cahier pour écrire, c'est pour raconter des choses que vous ne dites pas à haute voix. Donc soyez libre d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. Si vous prenez un cahier pour écrire, ne pensez pas que vous êtes en train d'écrire un livre. Pensez que vous êtes en train de raconter une histoire. Et c'est la seule chose qui compte. Et un jour, à force de raconter des histoires, ça deviendra peut-être un livre. Si vous vous mettez demain au piano, quand vous allez vous mettre au piano, vous imaginez pas qu'à la fin de la journée, vous allez jouer dans une salle de concert. Quand vous vous mettez au piano, vous vivez deux choses. Le fait d'avoir trouvé un moyen incroyable d'exprimer vos émotions et le fait d'apprendre un instrument de musique. Et si vous aimez le piano et que le piano vous aime, un jour, vous jouerez peut-être sur une scène. Si vous écrivez et si vous vous mettez à écrire, à peindre, à faire de la musique, ce que vous faites, c'est que vous accédez à une chose extraordinaire, c'est à la liberté d'expression. Ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure au début de notre rencontre, c'est que s'exprimer, c'est pas si facile qu'on le croit. En tout cas, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des enfants qui sont très bavards, ils y arrivent très bien à s'exprimer.
Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'ils s'expriment pour autant sur ce qu'il y a de plus important pour eux. Mais s'exprimer, ce n'est pas toujours facile. Peindre, dessiner, écrire, jouer de la musique, faire de la pâte à modeler, faire de la sculpture, c'est des moyens extraordinaires de s'exprimer. Donc, si vous avez envie d'écrire, c'était ça la question, hein, tu me corriges si je me trompe ou si je m'écarte, mais si vous avez envie d'écrire, imaginez que vous ouvrez une barrière et que vous entrez sur un chemin et que vous avez ce pouvoir extraordinaire qu'une fois la barrière poussée, vous pouvez tout créer. Le décor, les personnages, les amis, les ennemis, la température qu'il fait, le temps, c'est vous qui décidez. Quand vous écrivez, si vous dites il pleut, il pleut. Et si vous dites maintenant il fait beau, il fait beau. Et s'il y a du vent, il y a du vent. Vous êtes maître de votre monde. Ne pensez qu'à ça et surtout, surtout, amusez-vous. Voilà le conseil que je pourrais vous donner en écriture. C'est bon? Je t'ai répondu ou pas? Oui? Si t'es pas convaincu, dis-le moi, hein. J'aime mieux qu'on soit franc. Si t'es pas complètement satisfait par la réponse, j'élabore. Non? C'est bon, merci. Un grand merci, Marc Lévy, pour votre venue au cœur de nos classes. À toutes les classes qui sont connectées, rendez-vous sur léa.fr pour participer à notre concours et peut-être gagner des exemplaires du Petit voleur d'ombre. Au revoir à tous. Au revoir, merci.